Voyons maintenant la deuxième partie des transformers, c'est-à-dire la partie décodeur. Dans le diagramme suivant, on peut déjà voir les différences entre la partie encodeur des transformers, entourée ici en rouge, et la partie décodeur entourée en bleu. Alors, si vous regardez attentivement les différents morceaux, on se rend compte que notre décodeur va avoir des parties un peu différentes. C'est important aussi de se rappeler, les décodeurs, un peu comme dans les RNN, vont avoir deux entrées principales. Donc, vous allez avoir l'entrée sur le côté ici, qui va donner l'information qui proviennent de l'encodeur, mais aussi à la base ici, les mots qui ont été générés jusqu'à date lors de la séquence de traduction. Donc, dans les différences qu'on peut noter, la première, c'est que nous allons avoir maintenant deux modules d'attention. Et il va y avoir des petites différences par rapport au module de l'encodeur. La première des choses, c'est que le module d'attention à la base ici, ça va être un module qui va être dit masked, donc masqué, parce qu'il va falloir masquer les parties de la sortie qui n'ont pas encore été générées. Donc, c'est important. Sinon, on va essayer de tenir compte de l'information d'une séquence qui n'a pas encore été, d'une partie de la séquence qui n'a pas encore été générée. Donc, ça ferait pas de sens. Donc, il faut masquer les entrées futures par rapport au moment présent de la prédiction. La deuxième différence, ça va être au niveau de l'attention. Au niveau de l'encodeur, on avait ce qu'on appelait de la self-attention. Vous voyez ici les entrées key values et queries proviennent tous de la même entrée, c'est la même matrice qui va rentrer à l'intérieur. Alors qu'ici, on va faire ce qu'on appelle de la cross-attention. Donc, les values et key vont provenir de l'encodeur et les queries vont provenir du décodeur. Donc, faut le voir un peu comme un processus où le décodeur va avoir le droit de faire des requêtes, des queries, pour aller interroger la séquence ici. Donc, la sortie, je le répète, là, pour l'encodeur, ça va être une séquence d'embedding. C'est pas juste une valeur, un embedding seul. Donc, c'est une séquence. Donc, à l'aide de ce mécanisme ici de multi-attention, cross-attention, on va être capable de venir interroger chacune des représentations des mots, des représentations qui ont été travaillées par l'encodeur pour venir améliorer nos performances de décodage qui sont souvent des tâches de traduction. On voit ici une élimination qui représente le processus de traduction. On commence par un token start au niveau du décodeur. Et ce qui se passe, c'est que toutes les entrées ici qui proviennent de l'encodeur ont été transformées pour obtenir de l'information sémantique de haut niveau. Et lorsqu'on veut générer une traduction, donc ce qui se passe, c'est qu'on génère mot par mot et ensuite le mot qui a été généré se rajoute à la séquence d'entrée du décodeur. Ainsi, le décodeur peut se rappeler quels sont les mots qu'il a générés jusqu'à date pour pouvoir traduire la phrase d'entrée qui était ici « Hi, how are you » qui devient, ou plutôt une question « Hi, how are you » et la réponse ici serait « I am fine ». Donc ici, ce n'est pas une tâche de traduction, mais plutôt une tâche de générer une réponse qui fait du sens. Mais bien entendu, si je n'avais pas ce phénomène-là de reprendre des mots de la sortie par le décodeur, ben, j'aurais toujours on pourrait être pris dans une situation où le décodeur ferait tout le temps générer le premier mot tout le temps. Il ferait aïe, parce qu'il n'aura pas conscience d'avoir déjà généré ce mot-là. Donc, le fait de prendre le mot aïe, de le redonner au décodeur va nous permettre donc de l'éliminer. Mais le décodeur va l'éliminer de la suite des prédictions. On voit ici donc un peu plus précisément ce fameux processus de génération. Hein. Notre décodeur va générer une probabilité disons qu'on a un dictionnaire de 10 000 mots, donc on va avoir une couche linéaire ici de 10 000 mots, de 10 000 sorties qui va passer par la suite par une softmax. Et donc, dans 10 000 sorties, donc ce qui va arriver, on va piger un mot qu'on va donner ensuite à l'entrée ici. Et donc, à l'entrée ici de notre décodeur, ça va être la séquence que j'ai mis un O pour output. Donc, ça va être une séquence qui a été générée jusqu'à date. Donc, dans l'exemple ici, on aurait déjà généré les deux premiers éléments de la séquence de sortie. Et donc, le mask attention, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'assurer que l'attention ne va n'être portée que sur les deux premières entrées ici. On ne va pas tenir compte des entrées 2 jusqu'à T. Ils vont ignorer dans ce mask multi-head attention. Donc, comme je disais tout à l'heure, la taille du dictionnaire ici, la probabilité, on pige, et notre prochain mot ici, O2, serait donc piger des probabilités. On va donc continuer à agrandir notre séquence de façon séquentielle comme ceci en faisant ce processus de pige. Le processus de décodage est un processus qui est dit autorégressif, c'est-à-dire que la série va être expliquée par ses valeurs passées plutôt que d'autres variables.
Essentiellement, ça veut dire que lorsqu'on va générer le mot de sortie et l'instant T plus 1, bien, on va regarder les mots qui ont été générés entre l'instant 0 et l'instant T, en tenant compte aussi de l'information de l'encodeur. Alors, on va devoir avoir besoin d'un mécanisme qui va nous permettre de tenir compte que seulement de la partie de la phrase de sortie qui a été générée jusqu'à date. Parce que rappelez-vous, dans notre décodeur, on va faire du self-attention sur la phrase de sortie. Et on veut donc que cette attention-là ne concerne que les mots qui sont valides, pas les mots qui n'ont pas encore été générés. Et c'est pour ça qu'on va devoir faire du masquage pour venir éliminer ces mots-là de l'attention. Et la façon de le faire, l'article qu'ils font, c'est simplement de mettre une valeur de moins l'infini dans la matrice qui correspond aux entrées pour lesquelles on voudrait avoir une sortie de softmax qui est égale à 0. Rappelez-vous, si je prends un score de moins l'infini que je passe ça dans une softmax, eh bien, la sortie correspondant à cette entrée moins l'infini va nécessairement être égale à 0. Donc, c'est comme si je retirais cette sortie de ma softmax. De façon illustrée, on a ici en bas une matrice où on voit les différentes entrées de notre produit scalaire. Et ce qu'on va faire, c'est venir placer certaines des entrées ici à l'infini. Pour le faire, je vais simplement mentionner, vous avez la matrice M ici qui contient mes masques, soit que c'est 0 pour dire que nous laissons cette attention-là comme étant valide, ou une valeur de moins l'infini pour la retirer. Donc, on vient simplement additionner cette matrice-là à notre matrice de score. Donc, nos matrices de score, c'était Q fois la matrice K transposée. Et au final, donc, on va avoir une matrice de score qui est celle-ci. C'était un des points importants pour l'article, hein, Attention is all you need. Ils vont utiliser différents types d'attention. Attention input, ou donc c'est du self-attention, mais seulement sur les entrées ici de notre séquence. On va aussi avoir l'équivalent, donc de l'attention output, où on va faire de l'attention qu'entre des mots, des embeddings provenant de la sortie ici, là, de l'entrée sous les du décolleur. Mais aussi, on va avoir de la cross-attention, de l'attention entre des valeurs qui proviennent de l'entrée et des valeurs qui proviennent de la sortie. Donc, vous voyez ici, le query va provenir d'un pipeline d'information qui provient donc de la sortie ici. Et les autres valeurs ici, les queries et les keys et les values vont provenir plutôt de l'encodeur. Regardons maintenant d'un peu plus près le flot d'informations. Notre encodeur, c'était un empilement de 6 blocs, qu'on les voit ici, les différents blocs de Transformers. Et au sommet ici, on va avoir une séquence, dont on le représente juste par une ligne, mais normalement, c'est une séquence qui va être exactement de la même longueur que la séquence ici à l'entrée. Notre décodeur, lui, ce qui est intéressant, c'est que encore là, ça va être un empilement de blocs de décodage qui sont représentés ici. Donc, le fait d'avoir beaucoup de profondeur dans le décodage et de l'encodage nous donne une force de représentation, une puissance de représentation qui est très importante. Mais le point ici que je tenais à bien illustrer, c'est que les blocs décodeurs, ils ont une entrée ici sur le côté, donc qui vont pouvoir aller chercher l'information directement de l'encodeur, de la sortie de l'encodeur. Et ce que je voulais illustrer ici, c'est qu'à tous les niveaux du décodage, eh bien, notre réseau va pouvoir aller interroger la sortie ici du décodeur pour venir améliorer ses performances. Au final, des réseaux de type Transformers vont être très profonds par rapport au RNN. Rappelez-vous, les RNN, c'est des couches, c'est souvent une seule couche, si on veut. On peut faire des RNN à 3 couches, comme on avait vu pour les travaux faits par Karpathy. Ici, le concept de couche, c'est un peu difficile à définir parce qu'on va utiliser 6 blocs comme celui-ci et 6 blocs. Et si on regarde à l'intérieur, on peut peut-être penser que vous avez ici une couche et une couche. Donc, on aurait 2 couches par bloc d'encodage. Et ici, on peut penser peut-être avoir 3 couches. Donc, on a l'équivalent peut-être de 3 couches pour le décollage. Donc, si on fait le total, donc 6 blocs avec 2 couches, disons, virtuelles, plus 6 blocs avec 3 couches virtuelles pour la sortie. Au total, on aurait donc une architecture qui utiliserait 30 couches pour faire ces prédictions. Et rappelez-vous, la capacité de représentation d'un réseau, elle est exponentielle en nombre de couches. Donc, plus j'ai de couches, plus ma capacité de représentation, elle est puissante. Si on compare ça à la méthode de traduction de Badano, qui était quand même un précurseur très intéressant pour les réseaux de traduction, les sequence to sequence, on n'avait essentiellement qu'une seule couche d'attention. Un élément important des réseaux Transformers, ça va être l'encodage de position. On est obligé d'utiliser un encodage de position puisqu'à la base, les réseaux Transformers dans la séquence, ils sont permutation invariant. Donc, on peut intervertir les tokens d'entrée et normalement, la sortie
ne va pas changer. Par contre, on sait très bien que la position d'un mot, si on parle de phrase ou si c'est des images, la position d'une patch d'image, est importante au niveau de sa signification par rapport à ces mots ou ces patches voisines. Donc, il va falloir trouver un mécanisme pour être capable d'inculquer à nos tokens, à nos embeddings, le concept de position. Et c'est là que l'encodage de position intervient. Une façon intéressante de comprendre ce fameux encodage, que vous allez voir, c'est un peu mystérieux. On va utiliser des séquences de sinus et de cosinus qu'on va additionner. C'est de se comparer à un encodage, je dirais, classique qu'on connaît tous, l'encodage de position binaire, ou essentiellement ce on va dire, ben, si je veux représenter cette position, ben, je peux utiliser un encodage binaire directement. Hein. Vous avez ici la position 0 en binaire. Ben, 0 en binaire, c'est 0, 0, 0. Et 7 en binaire, ben, c'est 1, 1, 1. Donc, en quelque part ici, on peut le voir comme étant une représentation d'une pose qu'on pourrait en théorie additionner ou concaténer à notre embeddings pour donner l'information sur la position. Bon, c'est des valeurs qui sont dans notre jargon, c'est des ondes carrées, essentiellement des 0 et des 1. Donc, c'est pas très doux, c'est pas très, disons, rappelez-vous, dans tout ce qui est réseau de neurones, on aime tout ce qui est soft, ce qui est graduel, ce qui continue. On n'aime pas trop les trucs hard où c'est des 0 et des 1. Donc, nonobstant ça, le point ici que je veux souligner, c'est si on regarde pour chacune des colonnes, ici j'ai la colonne 1, 2 et 3, si on regarde la période de notre onde carrée, donc vous voyez ici, c'est une période de 8. Hein? J'ai une base de 0, après ça j'ai une base de 1, donc on peut le voir comme étant une onde carrée qui a une période de 8, là si je le dessine à la main. Donc on pourrait imaginer que ben, j'aurais une période de... Ici, j'aurais des 0, et après ça, j'aurais des 1, et j'aurais des 0. Donc, ce serait mon onde carrée ici. Et la période ici, comme je le disais, ben, la période ici, ben, c'est une période là, qui est de 8 cases. Et pour la deuxième colonne, ben, vous voyez, la période, elle est beaucoup plus petite. Alors, je fais 1, 2 à 0, 1, 2 à 1, après ça, 1, 2 à 0, après ça, 1, 2 à 1, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, la période pour cette onde carrée-là ici, elle est plutôt une période de 4. Et pour la troisième colonne, eh bien, c'est une période de 2. Donc, vous voyez que je commence à une case 0, après ça, je vais à 1, après ça, je tombe à 0, je vais à 1, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, on peut vraiment voir chacune des colonnes comme étant une onde carrée, avec une période qui varie en fonction de la colonne. Et cette période, eh bien, on peut l'exprimer de cette façon-là ou prendre la fréquence qui est l'inverse de la période. Ce qu'on voit donc, c'est que la fréquence de l'onde carrée pour la troisième colonne, c'est 1 sur 2 exposant 3. La fréquence pour la deuxième, c'est 1 divisé par 2 exposant 2. Et la fréquence pour la première colonne, c'est 1 divisé par 2 exposant 1. Donc, une demi, un quart et un huitième, ou une période de 8, 4 et de 2. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un côté exponentiel au niveau de la période. C'est ce qui va arriver dans l'encodage. Vous allez voir, il va y avoir un terme où la fréquence va varier en puissance de moins P, où P va être la position ici. Donc, position 1, position 2, position 3, ben plutôt colonne. Je veux dire, colonne 1, 2 et 3. Donc, il va y avoir un lien d'exposant sur la fréquence des sinus qu'on va utiliser ou des cosinus par rapport à la colonne d'encodage. Cet encodage de position va venir l'additionner aux embeddings d'entrée, que ce soit pour le décodeur ou l'encodeur, et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir associer une position à chacun des embeddings et donc permettre au réseau Transformer de tenir compte de la position d'un mot dans la phrase pour en extraire une signification. Et on va simplement remplacer nos valeurs binaires que j'ai présentées tout à l'heure par des sinus et des cosinus. Donc, on peut voir ici la couleur, l'intention de couleur, le blanc peut représenter par exemple 0 et le bleu foncé, le 1. Là. Donc, ce qu'on va voir, c'est un encodage qui va être doux, donc soft, pour lesquels qui vont être associés à des sinus et des cosinus. Donc, l'équation qui est utilisée dans le papier original pour faire la position encoding, donc on voit ici position encoding, donc en fonction de la position du token, donc c'est la position, ça va être la rangée, donc est-ce que c'est le premier token ou le dernier token, et le I, ça va être la colonne, disons, de l'embeddings, donc je vais avoir un vecteur on voit ici, là, disons que j'ai un modèle qui a 256 entrées, pas 256 entrées plutôt, mais que les embeddings ont une taille de 256. Donc, on voit ici les I, c'est quelle entrée de ces des modèles entrées de mon embeddings pour lesquels je veux calculer la valeur de l'embeddings.
de position. Donc, on voit l'équation, je vais avoir des sinus. Donc, pour les valeurs paires de colonnes, je vais avoir des sinus. Et pour les valeurs impaires, je vais plutôt avoir des cosinus. Donc, si on regarde maintenant un peu ce que ça a l'air, cet encodage de position-là, donc on voit ici la position du token. Donc, le premier token, ça va être l'encodage qui va être, ça va être l'embeddings ici. Disons que j'aurai un embeddings de taille 21. Donc, ce serait la valeur numérique qu'on viendrait additionner à notre embeddings. Pour le 20, donc on voit ici un vecteur ici qui viendrait être additionné à notre embeddings d'entrée pour le 20e token, et ainsi de suite. Donc, ce genre de patron qu'on voit là, ici j'ai mis LSB pour Least Significant Bit, Most Significant Bit. Donc, on voit ce que les least, comme dans les valeurs numériques ici, on voit que la fréquence est rapide pour la variation des 1 et des 0. On voit un peu la même chose ici. La fréquence de variation de notre entrée, elle est très grande. Comparativement à plus je me déplace vers les Most Significant Bits, plus on voit que le sinus et le cosinus évoluent. La fréquence, elle est beaucoup plus faible, donc ça varie beaucoup plus lentement. Ce qui est intéressant avec une telle équation, c'est que maintenant, je peux calculer en toute position. Je peux avoir en théorie une entrée 20.5, 10.5 au niveau de la position, une position intermédiaire. On peut toujours calculer une valeur numérique grâce à ces équations, puisque ce sont des équations qui sont continues. Et je le répète, l'importance de ce positional encoding-là, c'est pour redonner un signal sur la position d'un token pour en tenir compte. Est-ce que c'est le premier mot de la phrase? Est-ce que le mot est situé au centre? Et aussi, on va être capable de calculer des positions relatives avec l'encodage de sinus-cosinus. C'est facile pour le réseau de trouver le mot ici, il était combien de cases du mot d'un autre mot pour être capable, si vous voulez en tenir compte dans la traduction, dans l'interprétation de la phrase, hein, plus les mots sont proches, plus en général ils vont être reliés dans leur signification, et plus les mots sont loin, et plus en général, eh bien, ils vont moins, ils vont moins porter, ils vont moins influencer la signification de l'un l'autre. Donc, cet encodage-là de position va permettre au réseau de tenir compte de ces positions relatives ou absolues des mots ou des tokens pour être capable de venir d'extraire une information qui est très intéressante pour la tâche qu'on veut accomplir. Les encodages de position viennent en différentes sortes. On va avoir des approches où ils vont chercher à faire des encodages de position de type absolu. Donc, le réseau va automatiquement savoir est-ce que ce mot-là était la première ou deuxième position. Par contre, on peut avoir des encodages de position qui sont plutôt de type relatif, où là, le réseau ne pourrait pas savoir la position exacte d'un token dans la séquence. Par contre, il pourrait calculer les distances relatives entre deux tokens, ça pour tous les tokens. Aussi, la version que vous est présentée, c'est une version où le positional embedding est additionné directement dans l'embeddings. Donc, on pourrait penser que ce n'est pas une solution qui est optimale, dans le sens qu'on vient comme un peu corrompre l'information de l'embeddings en venant la contaminer avec un embeddings de position. C'est vrai, ça semble un peu étrange, mais dans les expériences, ça fonctionne quand même relativement bien. Il ne faut pas oublier que on fait des projections, rappelez-vous, lorsque j'ai mon module de self-attention, ou de cross attention, on a tout le temps une petite matrice qui vient prendre notre embeddings d'entrée, qui vient le projeter sur un embeddings plus petit pour faire des multi-heads qui sont tous différents. Bien, cette projection-là va peut-être être capable de venir se concentrer sur le positional embedding ou plus se positionner sur la partie contenu sémantique d'un embedding qui est passé. Donc, il ne faut pas sous-estimer ou surestimer l'effet de contamination du positional embeddings au niveau de l'information sémantique dans un embeddings. Par contre, on a des gens qui préconisent plutôt d'utiliser une approche concaténée où on va simplement venir rajouter à la fin de l'embeddings de sémantique un embeddings de position. De cette façon, on ne va pas contaminer directement l'embeddings de sémantique avec des sinus et des cosinus. Si on utilise cette manière d'encoder une position. Aussi, ce que je vous ai montré à l'instant, c'est un encodage de position qui va être, on va dire, fixe. Donc, c'est une séquence de sinus et de cosinus. On pourrait aussi imaginer la situation où j'aurais un embeddings qui est appris. Donc, lorsque je fais la descente de gradient, on va venir envoyer le gradient jusqu'au embeddings qui est additionné pour la position. Et ainsi, chaque position dans la phrase, disons que je veux entraîner un réseau qui peut accepter jusqu'à 1000 tokens à l'entrée, ben j'aurai 1000 embeddings que j'initiliserai au hasard. Et la descente de gradient fera en sorte que lorsque je m'entraîne, eh bien, j'apprendrai quelle est la valeur du embeddings que je devrais additionner à la position 1, quelle est la valeur de l'embeddings que je devrais additionner à la position 2, et ainsi de suite pour les 1000 positions. Donc, c'est un choix à faire. C'est honnêtement un sujet de recherche qui est très actif, qui est
qui est assez intéressant en soi. Et ce que je vous dirais, c'est que si vous voulez en savoir un peu plus sur les tenants et aboutissants de ces encodages de position, eh bien, j'ai un article que j'ai trouvé très intéressant à lire qui s'appelle Position Information and Transformers and Overview, qui va vous donner un petit peu les différentes catégories ici, vous expliquer les méthodes qui ont été proposées avec les avantages et les défauts de ces différentes approches d'encodage. Un des désavantages des approches de type Transformers, c'est leur grand coût mémoire. En effet, lorsqu'on fait le calcul ici de multiplication de matrices des queries et des keys, on va obtenir une matrice carrée. Et la taille de cette matrice-là, ça va être en n carré, où n est le nombre de tokens d'entrée dans notre système. Donc, rapidement, bon, si j'ai 100 tokens d'entrée, ben, je vais avoir une matrice de taille 10 000. Et si je multiplie par 2 la longueur de la séquence, eh bien, ça va multiplier par 4 la taille de la matrice ici. Donc, rapidement, alors, la consommation de mémoire augmente et on le sait très bien, la quantité de mémoire sur nos cartes graphiques, elle est quand même relativement limitée. Même si vous avez des cartes avec 24, 40 ou 80 gigs, ça rapidement, on va venir dépasser notre capacité mémoire. Donc, les gens de Flash Attention, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé un petit peu les accès mémoire et l'utilisation de mémoire lors du calcul des modules d'attention. Et ce qu'ils disent, ben, essentiellement, c'est que si je calcule de façon naïve, comme dans la version originale, donc que je vais explicitement faire ma multiplication de matrice ici, donc avoir la matrice carrée ici, faire le masquage où je vais avoir des entrées de mon attention qui va être placée à moins l'infini, appliquer la softmax par la suite et faire du drop-out. Hein, on va placer des entrées à moins l'infini ici pour les retirer de notre attention. Eh bien, ça va te demander une quantité de mémoire quand même assez importante à cause de ce fameux facteur n carré. Aussi, cette matrice n carré doit être stockée dans la mémoire, ce qu'ils appellent la High Bandwidth Memory, donc les 40 ou les 80 gigs, et non pas en cache près des GPU. Et tout ça fait en sorte que si on regarde le temps de calcul sur l'attention d'une passe d'attention pour GPT-2, dans la façon naïve et classique qui est faite dans PyTorch, pour le module d'attention, parce qu'on voit c'est Math Multiplication qui est le premier terme ici, le masquage, la softmax, dropout et matmul. Ici, on va au final, donc on a environ 17 millisecondes pour faire une passe. Alors que si on prend ce qu'ils appellent le fused kernel, essentiellement ce qui va réaliser, c'est toutes ces opérations-là, mais d'un seul coup, sans jamais stocker la matrice ici de façon explicite, eh bien, on voit que le temps de calcul est beaucoup plus rapide. Mais aussi, le fait de ne pas stocker la matrice ici de façon explicite, ça va faire grandement baisser les requis mémoire de mon module Transformer. Par contre, ça vient avec des défis, vu qu'on ne va pas stocker la matrice. Et un des défis, ça va être lors de la backward pass, hein, lors de la backprop, j'ai besoin d'avoir accès au contenu de cette matrice-là. Eh bien là, on ne l'aura plus, donc il va falloir la recalculer une deuxième fois. Ça peut paraître étrange que de calculer 2 fois la même chose est plus rapide que de calculer une fois, mais si on tient compte des accès mémoire qui sont relativement lents vers la RAM de la carte graphique, eh bien on se rend compte rapidement qu'effectivement, il va y avoir un gain de dire je le calcule une première fois, je le jette, et après ça, lorsque je fais la backward pass, je vais le recalculer. C'est des valeurs qui sont locales, donc déjà dans la cache, donc ça va se faire rapidement, et là, je peux faire ma backward pass. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, Flash Attention est disponible dans PyTorch 2.0. Il s'agit d'activer un drapeau pour avoir accès au calcul de cette façon-là. Normalement, au niveau numérique, les résultats sont très similaires, pour ne pas dire identiques, pour les entraînements. Mais vous allez possiblement avoir des gains mémoire intéressants, mais aussi des gains rapides en temps de calcul. Si on se rappelle, les différentes quelles sont les caractéristiques d'une modélisation séquentielle idéale, eh bien, la première, c'était d'être capable de traiter les séquences de longueur variable. Ce qui est intéressant, Transformers est capable de traiter des séquences de longueur variable, le RNN aussi. Aussi, on voulait être capable de garder la trace des dépendances à long terme. Notre RNN, lui, n'était pas capable. C'est plutôt un type de décroissance exponentielle sur la tension entre un mot à un instant T et un mot placé très en avant ou très en arrière. Là. Donc, la tension s'amenuise très rapidement. Alors qu'avec Transformers, ben, avec le mécanisme d'attention soft, QKV, ben, on est capable de conserver la trace de dépendance à très long terme. Aussi, avec l'encodage de position, on est capable de conserver l'information sur l'ordre des mots. On est aussi capable de partager les paramètres le long de la séquence. Hein, les différentes têtes linéaires qu'on appliquait sur nos embeddings, ben, ils étaient partagés. C'était le même réseau qu'on utilisait pour chacun des embeddings. Donc, le fait de partager ces paramètres-là fait en sorte qu'on a
pas besoin, on a besoin de moins de mémoire, mais aussi on peut obtenir des performances de généralisation qui sont généralement meilleures. Et aussi, c'est un requis pour être capable de traiter des séquences de longueur variable. Hein. Je dois avoir la même tête, les mêmes réseaux qui sont utilisés sur les tokens et les embeddings. Ben, sinon, si j'aurais un nouveau, je m'entraînerais toujours sur 1000, des séquences de longueur 1000. Ben là, lorsque j'aurais une séquence de longueur 1001, j'aurais pas un réseau qui aurait été entraîné pour gérer ce 1001e token. Alors que si je réutilise tout le temps les mêmes poids pour les parties linéaires, ben là, j'aurais pas ce problème-là. Et finalement, ça c'est un élément important, c'est les transformers sont hautement parallélisables. On ne peut pas faire de grands réseaux comme de GPT sans être capable de paralléliser le calcul, puisqu'on va devoir traiter des corpus de texte qui sont énormes, qui sont dans l'ordre de, je ne sais pas moi, de l'ordre probablement de plusieurs téraoctets de texte. Donc, si j'utilise une méthode qui est sérielle comme un RNN, mais ça va prendre peut-être 10 000 ans de calcul pour être capable d'en faire une passe d'entraînement sur GPT, ce qui serait absolument inutile pour leur utilisation, alors qu'avec justement le fait qu'on a bien conçu les transformers pour être parallélisables, hein, les multi-head attention, chacune des têtes peut être placée sur un processeur différent en théorie, le calcul matriciel est hautement parallélisable aussi, etc. Donc c'est intéressant pour ça, là, il n'existera pas de grand modèle si j'avais pas un transformers qui est parallélisable. Au final, donc, notre Transformers coche toutes les cases. Donc, on pourrait dire qu'on a une modélisation séquentielle quasi idéale avec ces Transformers. Et je pense que ça explique leur grande adoption. En conclusion, pour les Transformers, ils vont nous permettre de capturer les interactions, peu importe la distance, des interactions à court terme ou à long terme, ou courte portée, longue portée. Aussi, les Transformers vont avoir moins d'a priori inductifs dans l'architecture. Ça a le désavantage qu'ils vont avoir besoin de plus de données pour l'entraînement. Par contre, le fait de ne pas avoir de biais inductifs au niveau, par exemple, comme les CNN, on avait un biais sur les pixels voisins étaient corrélés. Alors, le fait d'avoir moins de biais inductifs, ben, ça fait une architecture qui est plus flexible. Et aussi, ce que les récents travaux tendent à démontrer, c'est que la capacité d'absorber l'information des grands jeux de données lors des entraînements particulièrement autosupervisés ou non supervisés, elle est plus grande à mesure qu'on grossit ces réseaux transformers. Donc, ils sont dans leur langage, ils appellent ça le greater scalability. Ils sont capables d'absorber plus facilement cette information et c'est pour ça qu'on voit l'ère des GPT 2, 3 et 4 bientôt qui nous donnent des résultats qui sont quand même assez surprenants. Aussi, à la base, ils ont été conçus pour être facilement parallélisables comparativement au RNN on doit absolument faire le traitement séquentiel pour calculer le embedding, ce qui représente la phrase d'entrée, par exemple, si je fais la traduction. Donc, ils ont retiré tout traitement séquentiel. On a vu dans les multi-head attention, c'est que non seulement je peux paralléliser chacune des têtes de façon indépendante, mais en plus, toutes les opérations de multiplication matrice sont hautement parallélisées sur GPU. Et je le répète, il n'y aura pas de grand modèle de langue sans parallélisation parce que les quantités de données qu'on doit absorber pour les entraîner, c'est astronomique. Et petite parenthèse que j'avais parlé tout à l'heure, que les versions les plus récentes réduisent le problème de mémoire en n carré. Rappelez-vous, n, c'est le nombre de tokens que je vais avoir à l'entrée. Et si je stocke de façon explicite la matrice d'attention, ben je vais avoir un terme en n carré. Donc, des approches comme l'informer, flash attention ou reformer vont justement tenter de contourner ce problème.